Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Sud Radio pour 3 heures de conversation, d'actualité, de discussion, de débat. Personnellement, c'est ma dernière. Après, ce sera ce qu'on appelle les vacances et ça va être un plaisir que de vous accompagner durant ces dernières heures. Comme dirait l'autre, on va essayer de faire de la bonne radio. Vous connaissez les bons réflexes à avoir. 0826 300 300. Vous venez vous installer autour de la table, vous discutez, vous interagissez, vous réagissez, vous nous interpellez. Vous avez également le site sudradio.fr, l'application, ainsi que les réseaux sociaux. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un t-shirt qui fait excessivement polémique dans le Gard. Alors, croyez-moi, c'est totalement lunaire et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Ce t-shirt, il a été porté à l'occasion d'une fête avec plusieurs hommes qui portaient ce t-shirt. Une femme, c'est un peu comme une prise de jack. Si tu l'enfonces correctement, tu as le son qui va avec. Alors, est-ce que c'est délicat? Non. Est-ce que c'est fin? Absolument pas. Mais enfin, il y a un collectif qui a quand même visiblement décidé d'interpeller la justice. Le parquet a quand même ouvert une enquête, ce qui est quand même totalement lunaire. La procureure de la République de Nîmes a même expliqué avoir saisi la commandante de la compagnie de gendarmerie afin qu'une enquête soit diligentée du chef d'injure publique en raison du sexe. Vous allez rire, l'infraction qui est prévue et qui est réprimée par la loi, si on s'intéresse à ça, c'est quand même 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Tout ça pour un t-shirt et une mauvaise vanne. La question, elle est simple. Est-ce qu'avec ce t-shirt polémique dans le Gard, est-ce qu'on a encore le droit d'être beauf en France? Mesdames, messieurs, je vous pose la question. 0826 300 300 et je vous passe les réactions de certains collectifs, d'associations, de certains polémiques, jusqu'à des sénateurs et des députés qui ont critiqué le port de ce t-shirt. C'est totalement hallucinant. On se posera donc cette question, on en débattra avec nos éditorialistes au 0826 300 300. On va également parler des retraites, puisqu'il y a eu un document qui a été publié il y a quelques heures, le fameux document, une fameuse note de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Je vous la fais courte, l'emploi des seniors progresse en France, encore un peu, et en partie grâce à quoi? En partie grâce à la réforme des retraites. C'est-à-dire que la proportion des 60-64 ans n'a jamais été aussi élevée. Alors ça, on peut s'en réjouir, mais on reste très loin devant certains pays de l'Union européenne. On est à peu près à 44%, quand ailleurs en Europe, c'est 71%. Pour pas dire 80%. Est-ce que ça veut dire que nos seniors ont du mal à travailler plus longtemps? Est-ce qu'ils ne veulent pas travailler plus longtemps? Est-ce qu'ils sont déjà dans les chaussons de leur retraite, nos seniors? Ou est-ce que ce ne sont pas eux? On entend beaucoup, tiens, la nouvelle génération, ils sont flemmards. Ah bon? Mais est-ce que ce ne sont pas nos seniors qui sont devenus les nouveaux flemmards? Tiens, 0826 300 300. Et puis, on va parler très rapidement de la Ciotat. La Ciotat en Espagne qui connaît un phénomène absolument extraordinaire avec des images qui reviennent de partout, des qui ont forcé la frontière espagnole, on va dire non pas grâce aux encouragements, mais grâce à une politique espagnole critiquée. Réaction vive et de la classe politique française et de la classe politique européenne. Un ministre de l'Intérieur en France qui affirme que bien sûr qu'il prendra des mesures s'il y a des mouvements vers le territoire national. On évoque quand même un chiffre de près de 40 000 migrants. Vous le savez, s'ils arrivent en Espagne, ça veut dire qu'ils sont dans Schengen. S'ils sont dans Schengen, ils peuvent circuler partout en Europe. D'où cette question, est-ce une invasion migratoire? C'est le terme que beaucoup utilisent. Est-ce qu'on doit aller jusque-là avec ce qui se passe du côté de la Ciotat? 0826 300 300. Pour le moment, 10h08, notre premier fait du jour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et notre premier fait du jour nous amène du côté du Porge, cette commune de la Gironde, ravagée par l'incendie qui a détruit près de 200 habitations. Évidemment, des habitants excessivement mobilisés sur le terrain. Mais aujourd'hui, plus que l'incendie, ce sont les conséquences de l'incendie qu'on doit gérer sur le terrain. Notamment, outre le sentiment d'abandon, bien sûr, qui domine, des demandes de réponse pour la reconstruction du Porge, surtout quand on voit ce qui s'y passe avec parfois des pillages, des vols dans les zones sinistrées, au point que certains habitants se sont créés en collectif pour assurer la surveillance de leur commune. Bonjour Mathieu Plessis. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur cette radio. Vous êtes habitant du Porge. Alors, bien sûr, commune extrêmement touchée par l'incendie du côté de la Gironde. Mais vous dites d'abord, vous, que la commune a été abandonnée. En tout cas, il y a ce sentiment d'abandon qui existe. Oui, c'est ça. Il y a un sentiment, mais pour tout le monde. Hein. Après, nous, on allait encore les pompiers là qui sont revenus, qui sont là. Donc, on parle beaucoup aussi avec les pompiers qui ont fait un super travail. Hein. Donc, c'est vrai que même eux, enfin, voilà, il y a tout le monde le dit. On le sait. Après, c'est sûr dans les plus hautes sphères de l'État, on va pas l'avouer. Hein.
mais ça sortira certainement à un moment donné. Il y aura des réponses. Il faudrait qu'il y ait des réponses pour les Porgais, les autres communes aux alentours aussi. Hein. Il n'y a pas que le Porge qui est touché. Certes, on est les plus touchés, mais il y a le Temple, il y a Somos, il y a même le Lège-Bourg, le petit bourg de Lège, qui est accolé au Porge. Moi, j'ai été évacué le premier jour sur ce bourg et j'ai vu les flammes arriver dessus. Ils ont eu beaucoup de dégâts aussi. Hein. Oui. Mais est-ce que vous faites partie, par exemple, des habitants qui se sont constitués en collectif pour aller attaquer l'État en disant qu'il y a véritablement eu un choix en décidant de protéger davantage d'autres communes que celle du Porge? Vous, par exemple, Mathieu? Alors moi, je l'ai dit d'un point de vue personnel. Hein. Après, je n'ai pas monté de collectif. Je sais qu'il y a des collectifs qui se sont montés avec des avocats mais ça, j'ai pas voulu. Moi, je veux pas politiser. Je veux pas faire de politique. Je veux juste des réponses et juste des aides, qu'on puisse se reconstruire, qu'on puisse avancer. En attendant, là, vous êtes de retour sur votre commune, du côté du Porge. On apprend, en lisant certains articles, en écoutant la radio notamment, en s'intéressant un peu à la situation, que beaucoup d'habitants sont même obligés de monter la garde dans certains coins. Je ne sais pas si c'est le cas, vous, du côté du Porge, parce qu'il y a des risques de cambriolage, de pillage, de vol, c'est le cas? Si vous voulez, moi je suis revenu dès le premier jour. Hein. Quand l'incendie était là, j'étais un des premiers avec quelques habitants à ravitailler les pompiers. C'est pour ça que quand je dis que je les ai vus partir, c'est parce que moi j'étais sur place. Je ravitaillais toute la matinée les pompiers dans les flammes, dans la fumée. Alors qu'on n'est pas formé à ça, mais ça nous semblait important de le faire. Et c'est vrai que déjà dès le lendemain, après que tout est brûlé, hein, parce qu'on a dû partir quand même le soir, parce que c'était intenable pour nous, on avait plus de pompiers, on était dans les flammes, donc on a dû évacuer encore le soir. Mais dès le lendemain matin, quand je suis revenu, on a appris qu'il y avait des cuves d'eau qui avaient été volées. Alors on n'avait pas beaucoup de matériel déjà au début, et que des gens traînaient dans le Porge avec des cuves d'eau accrochées en remorque. Et faisait le tour des habitations qui n'avaient pas encore brûlé. Ça, c'était dès les premiers jours. Ça s'est amplifié. Donc après, on a essayé de monter des petits barrages. On a essayé de contrôler un peu les gens. On se connaît tous, hein, on sait. Mais donc là, ce que vous décrivez d'une certaine manière, Mathieu Plessis, c'est que vous vous êtes constitué comme une petite brigade où vous essayez de trier ceux qui rentrent, ceux qui sortent pour éviter cette situation de vol, de pillage. Oui, mais après on a des passes maintenant, donc on a des papiers imprimés par la mairie. D'autres communes l'ont fait. Hier encore, hein, il y avait des pyromanes sur place, parce que là, maintenant, on a beaucoup de gendarmerie qui sont arrivés. On a les sentinelles de Vigipirate. On a plusieurs camions de gendarmerie mobile, mais les premiers jours, c'était pas le cas. On était vraiment abandonnés, on était tout seuls. Donc, on a protégé les maisons comme on pouvait, mais il y a eu des effractions, il y a eu des pillages. Donc là, par exemple, comment ça s'organise? On peut lire que c'est quoi? Vous relayez la nuit, vous faites des rondes pour essayer de limiter la casse. C'est ça un peu l'idée? C'est exactement ça. Ouais. On a fait ce qu'on pouvait comme on pouvait. Bon, maintenant on a l'aide de la gendarmerie, on a l'aide de beaucoup de monde, donc on respire un petit peu. Mais les premiers jours, ça a été très très dur. Maintenant, on apprend même aujourd'hui là qu'un camion de pompiers a été volé, et fait peut-être des pillages dans la région aussi. Attendez, là, Mathieu Plessis, vous nous dites que là, du côté du Porge, il y a même un camion de pompiers qui a été volé là il y a quelques heures? Non, il a été volé ailleurs, dans une autre région, et peut-être qu'il tourne sur la commune. Ça, je vous ai envoyé, si vous voulez, m'a fait une photo, une image de ce camion de pompiers, un document qui explique un peu tout. Donc après, vous pouvez peut-être le diffuser sur vos réseaux. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Mais nous, on a des informations qui arrivent un peu de partout. Donc après, à nous de les vérifier, à nous de contrôler. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu des faux pompiers qui sont venus. On a eu donc au point que même il y a un vrai pompier qui est super, qui a été malmené malmené dans le sens, pas dans le sens physique, hein,
mais psychologiquement, parce qu'on croyait que c'était un pompier qui rentrait dans les maisons pour voler. Comment vous êtes aperçu, pardonnez-moi d'une question, c'est aussi basique, mais comment vous êtes aperçu que c'était un faux pompier? Ah non, lui c'était un vrai pompier. Non, mais celui-ci, ça j'avais bien compris, mais quand vous dites il y a des faux pompiers qui circulent, comment vous en apercevez? C'est-à-dire qu'ils ont une fausse tenue, ils en profitent pour aller dans les maisons, ce genre de choses? Ils ont tout simplement volé les tenues des pompiers pendant qu'ils dormaient. C'est lunaire. C'est tout simplement. Hein. Non, mais on a eu profiter de la misère du monde. C'est depuis le premier jour, hein, vous savez. On commence à s'habituer, nous. Enfin, on s'habitue pas, mais on commence à savoir. Et puis c'est vrai que maintenant plus rien ne nous étonne. Mais c'est surtout ce que vous décrivez, c'est quand même inouï quand on voit la catastrophe que ça représente, notamment du côté de la Gironde, avec toutes les épreuves que vous devez endosser, quand on sait que certains volent ou les camions de pompiers ou les tenues des pompiers, et qu'en réalité il y a tous les profiteurs de crise là qui arrivent pour profiter de la situation. C'est en effet assez révoltant. Merci beaucoup Mathieu Plessis d'avoir été avec nous, habitant du Porche, donc du côté de la Gironde, et on y reviendra entre midi et 12h30, hein, vous le savez, libre antenne consacrée à ce qui se passe. Vous êtes maire, vous êtes pompier, vous êtes habitant, vous êtes en train d'être évacué, vous êtes vacancier, vous voulez passer un appel, vous voulez réagir, vous voulez nous raconter quelque chose, vous le savez, l'antenne de Sud Radio vous est réservée 0826 300 300, et notamment sur ces situations quand on entend qu'il y a des vols, des cambriolages, des pillages, là au point quand même, je ne sais pas si on se rend compte, de voler un camion de pompiers et la tenue des pompiers, c'est absolument révoltant. Bon courage Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 10h15 et dans un instant, un autre drame contre lequel on essaye de vous mettre en garde, c'est ce que le journal Le Parisien, en enquêtant, a qualifié d'une intolérable fatalité. Ce sont les violences sexuelles en colonie de vacances. Comment mieux protéger les enfants? L'actualité qui est tragique en Gironde, ne doit pas nous empêcher de continuer à faire de la prévention, de la sensibilisation et de continuer à donner l'alerte sur des comportements toujours plus inacceptables. On sera dans une poignée de secondes avec Mathias Darmon, qui est l'avocat et le représentant de l'association Innocence en danger. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il est 10h18 sur Sud Radio, c'est l'un des fléaux qui touche nos enfants et plus particulièrement l'été, les fameuses colonies de vacances et malheureusement leur lot de violences sexuelles, sachant que c'est Le Parisien aujourd'hui en France qui s'attarde sur ce phénomène et qui a consacré de longs articles sur ce sujet. Il faut savoir que chaque été, il y a environ 1,5 million d'enfants et d'adolescents qui partent en colonie de vacances, et il y a eu un mouvement lancé il y a déjà quelques années qui s'appelle le MeToo Animation, lancé par d'anciens animateurs et animatrices qui avait pour but de libérer la parole sur des violences sexuelles qui avaient été commises lors de séjours en vacances. À savoir que depuis quelques jours maintenant, depuis le 15 juillet précisément, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a lancé une nouvelle campagne précisément pour sensibiliser contre ces violences sexuelles et sexistes dans les accueils collectifs de mineurs. Bonjour Mathias Darmon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, vous êtes également le représentant de l'association Innocence en danger. Le Parisien, dans son article aujourd'hui en France, parle d'une intolérable fatalité concernant ces violences sexuelles en colonie de vacances. Est-ce que vous partagez cette expression sur ce phénomène de violence qui se répète malgré des alertes depuis des années et des années? Oui, c'est exactement ça. Et en fait, faut bien comprendre qu'à chaque endroit où des enfants sont présents, un pédocriminel est là potentiellement. Donc évidemment qu'il faut protéger les enfants. Il faut avoir, là vous évoquiez tout à l'heure le 15 juillet une campagne de sensibilisation par le ministère. Bon bah il était temps peut-être de lancer des campagnes de sensibilisation, et c'est sans doute une parmi d'autres. Et en fait il faudrait un vrai travail de fond. Au-delà de la sensibilisation, il faudrait un travail de formation sur les personnes qui vont entrer en contact avec nos enfants, parce que les enfants sont vulnérables, et on sait que les pédocriminels ont tendance à s'attaquer à des enfants qui sont parfois très jeunes. On l'a vu dans le périscolaire, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et là en colonie de vacances, on a des enfants à disposition pour ces personnes-là pendant une semaine, 2 semaines, et c'est absolument tragique de se dire qu'elles sont pas protégées. Mais il y a deux questions qui me viennent quand je vous entends, Mathias Darmon. Vous parlez de la formation, on aura l'occasion d'y revenir, notamment parce que ça fait partie des axes de progression. Mais enfin, quand vous parlez des alertes à lancer, des campagnes de sensibilisation, on se dit que notamment ce mouvement-là, le mouvement MeToo Animation, il a été lancé en 2022. Ça fait plus de 4 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a toujours pas voulu publiquement saisir l'ampleur de ce problème? C'est parce qu'on met pas les moyens. On met pas les moyens dans la prévention, dans la formation. On décide d'injecter l'argent dans d'autres endroits, dans d'autres ministères.
alors qu'il faudrait avoir un grand plan budgétaire pour former les personnes en charge du périscolaire, en charge des colonies de vacances, pour avoir ces campagnes de prévention, de lutte contre les violences faites aux enfants et en fait c'est pas du tout une priorité du gouvernement et des gouvernements successifs. Il y a à aucun moment on a l'impression que les ministres ou que les présidents qui se sont succédés ont dit voilà enfin une cause nationale, ça sera la protection des enfants et on va mettre de l'argent pour former et pour éviter qu'il y ait des atrocités qui soient commises sur les plus vulnérables. Donc c'est ça, je pense. Vous parlez de moyens et d'argent, notamment cette campagne qui a été lancée là il y a un tout petit peu moins de 2 semaines, on en parlait le 15 juillet, notamment par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui a pour but donc de faire preuve de sensibilisation contre ces violences-là. On a aussi une campagne qui insiste justement sur le contrôle d'honorabilité des animateurs. On dit que c'est près de 2 millions de contrôles qui sont réalisés chaque année. Est-ce que ça va dans le bon sens, ou là aussi on manque de moyens, on manque d'ambition, on manque de chiffres, on ne prend pas suffisamment le problème à bras-le-corps? Oui, le contrôle d'honorabilité, c'est vraiment le minimum syndical. C'est vraiment un dispositif de prévention des violences sexuelles dans les colonies de vacances qui a été instauré et qui heureusement que ça existe et qu'il est mis en place, mais il y a évidemment un grand nombre de vérifications qui devrait être instauré, que ce soit sur le FIJES, donc le fichier des délinquants sexuels, sur le casier judiciaire, sur différentes procédures qui auraient pu être entamées vis-à-vis d'une personne. Il y a quand même un panel de vérifications et de possibilités qui sont offertes aujourd'hui aux personnes qui recrutent les animateurs dans le périscolaire aux colonies de vacances, pour vérifier que on n'est pas en face d'un potentiel pédocriminel. Et je pense à tous ceux peut-être qui sont en train de nous écouter, Mathias Darmon, en rappelant que vous êtes avocat, représentant de l'association Innocence en danger, qui peut-être vont laisser des enfants, des ados partir en colonie de vacances, là en ce vendredi 31 juillet, pour les 2 premières semaines d'août. Comment on peut déjà sensibiliser un enfant par rapport aux signes qu'il pourrait voir, par rapport à des conversations qui seraient anormales, par rapport à des comportements qui seraient inappropriés, et surtout en tant que parent pour le retour de certaines colonies de vacances qui vont se faire là dans les prochaines heures ou peut-être même dans les prochaines semaines. Quels sont les signaux auxquels on doit être extrêmement attentif, les questions qu'on doit poser, les éléments auxquels pour lesquels on doit avoir une attention particulière? Alors je crois déjà que c'est très important de former nos enfants à ce type de fait, donc leur apprendre ce qu'est le consentement, leur apprendre leurs parties intimes, bien leur expliquer qu'on n'a pas le droit de leur toucher leurs parties intimes, que ça leur appartient et que personne d'autre qu'eux ne peut les toucher. Et donc ça, c'est une première formation à mettre en place pour les enfants, et ça peut commencer très tôt, dès l'âge de 4-5 ans. Les enfants sont largement assez grands pour comprendre ce que sont les parties intimes, les nommer et leur expliquer que ça leur appartient et que personne d'autre peut les toucher. Après, sur des signaux, c'est toujours compliqué à dire. Je pense pas qu'il faille tomber dans une forme de paranoïa et tout de suite dire à l'enfant, écoute, à son retour de colonie, est-ce qu'on t'a touché, est-ce que t'as été victime de ci ou de ça. Je pense que ça viendra spontanément, et il faut aussi avoir un dialogue avec l'enfant assez raisonné, assez calme, et ça viendra. Mais si effectivement il y a des parents qui constatent un changement de comportement, ça peut être compliqué pour les petits de parler aux parents, donc pourquoi pas consulter un psychologue, un pédopsychiatre, juste pour une séance, pour vérifier s'il y a effectivement un traumatisme qui a été subi là dans la semaine, dans les 15 jours. Ça peut être une bonne option pour les parents. D'accord, donc ça c'est réglé. On voit aussi, ou en tout cas j'espère que le message est passé pour tous ceux qui nous écoutent attentivement et qui pourraient se poser des questions. Il y a aussi tout le volet, on va dire, juridique, Mathias Darmon, sur lequel je voulais vous interroger. Vous êtes avocat, représentant de l'association Innocence en danger. On se souvient d'il y a quelques semaines, c'était à la fin juin 2026, par exemple, le directeur d'une colonie de vacances qui a été placé en garde à vue. C'était du côté de Toulouse, puis ensuite renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des agressions sexuelles sur 2 enfants lors de séjours en 2024. À ce moment-là, l'alerte avait été donnée par d'autres animateurs. On se rappelle également de quelques dossiers du côté du périscolaire où les peines avaient quand même été extrêmement faibles. Est-ce que là aussi, d'un point de vue juridique, il y a des éléments, il y a peut-être une loi à améliorer pour que on ne puisse plus laisser passer entre les mailles du filet certains profils? Bah, sur les peines vis-à-vis des pédocriminels, je pense que c'est de toute façon
essentiel qu'on ait une interdiction d'entrer en contact avec des mineurs une fois que la condamnation a été prononcée. Ça peut être pendant 5 ans, 10 ans, ça peut être à vie. Donc ces personnes-là qui sont condamnées, il faudrait évidemment leur interdire d'entrer en contact avec les mineurs. Après en fait le problème de base aussi c'est comment est-ce qu'on attrape ces personnes-là. Donc on a un très grand nombre de pédocriminels qui passent entre les mailles du filet et qui ne sont pas jugés. Et donc il faut là aussi déceler ces prédateurs et essayer d'anticiper du mieux possible le passage à l'acte. Et il y a une vraie problématique, et on l'a vu pour l'affaire de la petite Liana avec Monsieur Barella, c'est des personnes qui en fait il y a des voyants qui doivent s'allumer tout de suite et on se dit il y a un danger potentiel pour les enfants et il faut mettre en sécurité les petits et écarter les individus les plus dangereux. Merci beaucoup Mathias Darmon d'avoir été avec nous, avocat, représentant de l'association Innocence en danger sur ce sujet qui concerne une fois plus un grand nombre d'entre nous, d'entre vous, puisque chaque été, il y a plus d'1 million d'enfants et d'adolescents qui partent en colonie de vacances et c'est sur, en effet, ces violences sexuelles en colonie de vacances qui, selon certains experts, peuvent être qualifiées d'une intolérable fatalité. J'espère que pour tous ceux qui sont concernés par ce sujet ont pu éventuellement entendre quelques conseils qui ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd à l'occasion des prochaines heures si jamais vous avez un enfant ou un ado qui partent en colonie de vacances et c'est un sujet sur lequel de toute façon on reviendra au vu de l'actualité toujours pénible qui entoure ces sujets. Il est 10h27, dans un instant le début des débats, on va parler de ce qui se passe du côté espagnol avec sur un coin espagnol plusieurs milliers de migrants qui ont débarqué du Maroc en forçant la frontière. Certains évoquent le chiffre de 40 000. Tiens, est-ce une invasion migratoire? Tous les politiques européens au premier rang duquel Giorgia Meloni explique qu'il faut fermer l'espace Schengen, qu'il faut même rétablir la frontière avec l'Espagne. Certains politiques français le demandent, vous le découvrirez dans quelques instants. Mais peut-on parler d'invasion migratoire? Doit-on aller jusque-là? Peut-on faire confiance, nous, au système européen pour empêcher ces migrants illégaux de venir en France? On se souvient également de ce qui s'était passé du côté de 2015 en Allemagne. On avait accueilli près d'1,5 million de Syriens avec les conséquences que l'on connaît. N'est-ce pas un mauvais remake que l'on aperçoit ici en Espagne avec la complicité, parce qu'on peut le dire comme ça, du gouvernement espagnol? Est-ce une forme d'invasion migratoire? 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans le grand matin.